Salut tout le monde, c'est Juliana. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur le thème du fitness depuis à peu près 5 ans sur YouTube. Et il y a 9 mois maintenant, j'ai donné naissance à une petite Elena. Donc depuis, c'est vrai que je fais pas mal de vidéos maternité, que ce soit sur YouTube, vous avez plein de vidéos sur le sujet. Je parle surtout sur la chaîne Doctissimo Maman en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites. J'ai parlé de couches lavables, j'ai parlé des indispensables, vraiment pas mal de vidéos qui pourraient vous intéresser. Mais aujourd'hui, dans ce premier live, donc bienvenue si vous venez d'arriver, on va parler de la grossesse, de la maternité, de la vie de jeune maman quand on vient d'avoir un bébé pour la première fois, ou la deuxième peut-être. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez plein de questions. Excusez-moi, si vous avez plein de questions à poser sur le sujet, posez-les. Vraiment, je suis dispo et ouverte pour parler de plein de choses. Donc, allez-y, posez vos questions. Et moi, je vais commencer par une première question. C'est: as-tu attendu longtemps avant de tomber enceinte? Donc, cette question me tient assez à cœur parce que je sais que ça peut être des fois difficile de tomber enceinte. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour mon deuxième. En tout cas, pour ma première, ça a été... Je ne peux pas dire que ça a été rapide, parce qu'en fait, j'ai attendu très longtemps avant que mon mari accepte de faire un enfant avec moi. Et en fait, je suis tombée enceinte par accident. Donc voilà, je ne sais pas si ça a été vraiment long, en fait, mais ça a été un petit accident, un heureux événement, un heureux accident. Donc j'espère que vous, ça ne va pas prendre trop de temps pour le premier, le deuxième, le troisième, et plus si affinité. Est-ce que tu avais peur de l'accouchement? La peur de l'accouchement... j'ai pas vraiment eu peur. En fait, je crois que j'avais peur de l'accouchement avant de tomber enceinte. Avant de tomber enceinte, je me disais, mais comment je vais faire pour accoucher un jour? Je ne veux pas tomber enceinte parce que je ne veux pas accoucher. Et en fait, je pense que toutes les femmes qui tombent enceintes ont peur à un moment donné d'accoucher. Mais le corps est quand même très bien fait parce que tout le long de la grossesse, on a l'angoisse de l'accouchement, on se dit, bon, plus tard ce sera le mieux, j'ai peur d'accoucher, je ne vais pas accoucher, je ne vais pas arriver à là. Et finalement, vers le 8e, 9e mois, on est tellement enceinte jusqu'au cou, on n'arrive plus à marcher, on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est de rencontrer notre bébé. Et je crois que c'est à ce moment-là que finalement, on n'a plus peur de l'accouchement. Mais moi, si j'ai un petit conseil à vous donner au sujet de la peur de l'accouchement, c'est qu'il ne faut pas vivre ça comme une angoisse et une inquiétude, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'idéal, de parfait, de magique, parce que ça ne se passe jamais comme on voudrait. Pour ma part, j'ai eu un accouchement qui a été assez long, assez difficile, qui a été déclenché, mais je m'étais attendue quand même à des choses un peu difficiles et c'est ce qui m'a aidé un petit peu à traverser la chose. Donc si on s'attend à quelque chose d'assez dur, au final, ça ne peut pas se passer pire, quoi. Donc voilà, il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de merveilleux. Mais demandez quand même à votre médecin et même parlez aux sages-femmes le jour de votre accouchement. Demandez à ce que vos souhaits soient réalisés. On peut faire ce qu'on appelle un projet de naissance ou un plan de naissance. Donc vous écrivez sur une feuille, voilà, j'aimerais des lumières tamisées, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut, voilà, si les sages-femmes sont avec vous, sont sympathiques, elles pourront peut-être vous aider à avoir un accouchement le plus proche possible de votre idéal. Que faut-il prévoir absolument avant l'accouchement? Je dirais à manger pour le papa, si vous accompagne, si vous avez la chance que le papa vous accompagne, à manger, c'est quelque chose qui peut l'aider à patienter en même temps que vous, de prendre à boire, de prendre de la monnaie aussi, parce que c'est vrai que quand on est à la maternité, il faut avoir du liquide, donc il faut avoir de quoi aller au distributeur ou des choses comme ça. Après, il n'y a pas grand-chose de particulier. C'est surtout le bébé qui aura besoin d'une petite tenue bien chaude et puis vous, des tenues pour être à l'aise, puisqu'après l'accouchement, on a quand même besoin d'être confortable dans la chambre. Mais sinon, rien de particulier, on vous donnera tout à la maternité. Quelle préparation as-tu faite? Pour l'accouchement, j'aurais rêvé de faire de l'aptonomie pour le premier bébé. Ça n'a pas été fait, mais j'ai quand même essayé de le faire par moi-même à la maison. Donc l'aptonomie, c'est d'essayer de découvrir son bébé à travers le ventre, par le toucher, par des sons. On le fait généralement avec l'aide d'une sage-femme et il y a le papa qui peut, ou la maman, ou la deuxième maman d'ailleurs, qui peuvent vous accompagner chez la sage-femme pour prendre connaissance de votre bébé, premier contact et tout ça avant la naissance. Je n'ai pas eu la chance de le faire, j'espère le faire pour le deuxième, mais moi je n'ai pas eu de préparation particulière puisque comme j'étais en menace d'accouchement prématuré, je ne pouvais pas me rendre au cours de préparation à l'accouchement, donc j'ai fait une préparation toute seule à la maison et j'ai accouché sans problème, donc vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut faire du sport pendant la grossesse? Je ne peux pas faire du cas par cas ici, puisque vraiment chaque grossesse est unique. Il y a des femmes qui ont des grossesses un peu difficiles, qui ne peuvent pas faire certains sports. Je sais que quand on a des grossesses gémellaires, par exemple,
Il y a des séances de sport qui peuvent être un petit peu plus complexes puisque forcément, comme il y a 2 bébés dans le ventre, je ne sais pas, ça doit être certainement pour éviter les chocs l'un avec l'autre. Mais sinon, de manière globale, si on a une grossesse qui se passe bien, normalement, et que vous avez envie et la force et l'énergie pour le faire du sport pendant la grossesse, c'est tout à fait possible, c'est recommandé, c'est même très bon pour votre santé et la santé du bébé. Donc allez-y, simplement écoutez votre corps et n'allez pas trop violemment. Une petite question de Abeline. Comment as-tu géré la douleur des contractions le jour J? Je m'étais préparée à avoir très mal et je pense que le fait de se préparer à avoir très mal, les douleurs sont moindres. Donc, je ne vais pas vous dire que ça ne fait pas mal, les contractions, même si on les gère bien, elles sont quand même très douloureuses. Mais disons que si en amont, on se prépare à avoir mal, on le gère mieux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je respirais très très profondément. Donc, j'avais mon ballon. Dans toutes les maternités, vous devez avoir accès à les gros ballons. Là, ce sont des gros ballons de yoga. On se met dessus. Donc, moi, j'étais assise sur mon ballon et je respirais. J'ai eu la chance d'avoir mon mari qui m'a accompagnée pendant tout le travail. Donc, il était derrière moi. Il me massait le dos. Et ça permet vraiment de se relaxer. Je m'allongeais sur le ballon. Et vraiment, la respiration. Plus vous respirez profondément, plus vous allez gérer les contractions. Donc lentement, profondément, par le nez, et vous allez voir, ça va très bien se passer. Est-ce que tu as fait un baby blues? J'ai fait un petit baby blues, oui, surtout les premières semaines. À la maternité, j'étais pas vraiment avec mon mari puisqu'il travaillait à ce moment-là. Donc la journée, j'étais toute seule avec ma fille. Il y avait ma maman qui venait aussi me rendre visite, mais c'est vrai que quand j'étais seule avec ma fille à la maternité, je me suis sentie vraiment bouleversée et c'est marrant parce que je ne m'attendais pas à avoir un baby blues dans ce sens-là, mais moi en fait j'avais la crainte je me suis rendu compte que je l'aimais tellement, mon bébé, que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose et cette peur-là, en fait, la peur de perdre son enfant quand il est né, c'est affreux. Il n'y avait aucune raison que je la perde, mais j'avais cette peur-là, cette angoisse, et ça me faisait peur. Et après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu un petit peu aussi le baby blues parce que les nuits étaient difficiles. J'avais un petit peu le manque de mon mari qui était à la maison, mais bon, de toute façon, ça, on en parlera. Restez connectés. Je pense qu'à 12h30, quand on fera le live, on fera un live avec mon mari qui vous parlera aussi avec moi de toute la vie de couple, comme ça, avec l'arrivée d'un bébé, puisque ça chamboule beaucoup de choses. Donc d'ailleurs, prévoyez vos petites questions, gardez-les pour tout à l'heure, on en parlera ensemble. Mais voilà pour ce qui est de ce sujet. Comment s'est passé le retour à la maison après l'accouchement? À la maison, en fait, quand on est arrivé, il y avait encore mes parents qui étaient là. Ils sont restés pendant 10 jours à peu près. Et j'aurais préféré qu'ils ne soient pas là, même si, bien sûr, je les aime très fort. Mais c'est vrai qu'au début, on a besoin de se retrouver, en fait, de reprendre ses marques. Et ce qui est compliqué, en fait, quand on rentre à la maison, c'est que il faut prendre des marques. C'est même pas les reprendre, c'est que maintenant, on part à la maternité, on est 2. On revient à la maison, on est 3. Donc la vie est totalement différente. Et moi, ce qui a été difficile, c'était de prendre des marques chez moi, alors que j'avais commencé à prendre des marques à la maternité. Puisque j'ai tout appris, faire les soins, m'occuper de ma fille à la maternité. Je commençais à avoir l'habitude de la changer. Et dès que je suis arrivée à la maison, tout était tellement différent que je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Et puis finalement, petit à petit, on prend l'habitude, ça se passe. Et ça se passe même très très bien. Et il faut essayer de se faire soutenir au maximum par son entourage, surtout pour les repas, parce que je pense que c'est là que j'étais le plus en galère, parce que j'avais pas le temps de faire à manger, comme j'allaitais ma fille en plus, donc c'était assez chaotique. Petite question de Marraine. J'ai accouché le 3 mai, mon ventre est tout flasque et il pend. Le tien était comme ça. Comment as-tu fait pour retrouver une peau élastique? Le 3 mai, c'était il y a combien de temps? C'était il n'y a même pas un mois. Donc oui, rassure-toi, la peau du ventre, elle va être flasque encore un petit peu. Moi aussi, ma peau était flasque au début. J'ai pris des photos le jour même de l'accouchement de mon ventre. C'était flippant. Voilà. Quand je regardais la photo de mon ventre après avoir accouché, je me disais non, mais c'est pas possible. Comment mon ventre va redevenir normal après ça? Parce que c'est vrai que quand on vient d'accoucher, on a l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte.
dégonfler. Donc si vous n'avez pas encore accouché et que c'est quelque chose qui vous inquiète, soyez prête à ça. Vous n'allez pas vous retrouver votre ventre plat une fois que le bébé sera sorti. Quand il est sorti, on dirait qu'il est encore dedans en fait. Donc clairement, quand vous allez accoucher, vous aurez encore un petit ventre de 3 mois. Et petit à petit, vous allez faire attention à votre alimentation doucement. N'allez pas vous faire un régime dès que vous rentrez de la maternité. Et puis voilà, l'utérus va reprendre sa place petit à petit. Je ne sais pas si vous comptez allaiter ou pas, mais sachez qu'en tout cas, avec l'allaitement, ça accélère la récupération de la taille de l'utérus, revient plus vite à la taille normale, puisque quand on allaite, ça provoque des contractions utérines qui font que, hop, petit à petit, ça se retend et ça redevient à sa taille initiale beaucoup plus rapidement. Mais voilà, prenez votre temps, vous allez voir que le ventre, il va être quand même assez gonflé pendant un certain temps. Ça va se raplatir et la peau sera toujours un peu distendue. C'est normal, en même temps, vous imaginez, votre ventre, il était comme ça. Je sais que moi, je fais que 1m61 et quand j'étais enceinte, j'avais un ventre vraiment énorme. Et donc, ma peau était assez flasque, assez distendue pendant un moment. Et puis après, le temps, le sport, une alimentation équilibrée et puis tout revient en place. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la ligne. Question de Dilguin. Ton conjoint a-t-il filmé ton accouchement du début à la fin? Mon conjoint a filmé l'accouchement, donc pas du début à la fin. En fait, tout le passage de travail quand on était dans la chambre. Donc moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, certainement que vous êtes pas mal d'entre vous à le savoir, mais j'ai eu un déclenchement. Donc on m'a déclenché à 9h le matin et j'ai accouché à 1h30 le lendemain. Donc c'était assez long. Mais tout ce passage en fait, de toute la journée où j'avais des contractions, le travail s'est fait en fait, dans la chambre. Donc j'avais mon conjoint qui était là, on a filmé quelques petits passages pour s'en rappeler. Et puis le moment de l'accouchement, en fait, il a filmé simplement les dernières poussées, c'est-à-dire le moment de l'expulsion où on me voit prendre ma fille sur moi, puisque j'ai eu cette chance et j'avais fait cette demande de la sortir moi-même. Et bien sûr, on n'a pas filmé, face à moi, c'était dans mon sens, c'est-à-dire que ce sont des plans qui ne sont pas choquants puisque j'aurais envie ensuite de les montrer à mes enfants plus tard, puisqu'on voit simplement mes mains, on voit le papa qui coupe le cordon, des choses comme ça, et c'est quelque chose qui est assez émouvant, même aujourd'hui quand je revois les images. Comment faire en sorte que ça se passe bien avec l'entourage au retour à la maison? Je pense que si je peux vous donner un conseil, c'est ce que j'ai fait moi-même, c'est vraiment parlez en amont avec votre entourage sur vos attentes. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie qu'ils soient un petit peu dans vos pattes quand vous rentrez à la maison, ou est-ce que vous avez envie plutôt qu'on vous laisse un peu seul? Pour ma part, je n'avais pas envie qu'à la maternité, on vienne me voir. Donc j'avais juste ma maman qui était là. Mais je ne voulais pas recevoir d'amis, je ne voulais pas recevoir de famille autre. J'avais envie de profiter de ces moments, de découvrir mon enfant avec mon mari, et je voulais qu'on soit seul. Et c'est pareil au retour à la maison, j'avais vraiment envie qu'on se trouve ensemble. Je ne peux même pas dire qu'on se retrouve, puisqu'on ne s'était jamais trouvés tous les trois ensemble, mais qu'on se trouve ensemble, qu'on prenne nos marques, donc qu'il y ait le moins de gens possible qui viennent. Et les gens qui venaient, en fait, voilà, je choisissais vraiment quand, à quelle heure, combien de temps, voilà. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur de leur dire, parce que ça peut être un poids d'avoir la famille qui vient, et alors que vous n'avez pas envie forcément de recevoir du monde, vous êtes fatigué, vous avez besoin de dormir. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Vous serez fatigué, vous n'aurez peut-être pas envie de vous maquiller, d'être sur votre 31, vous aurez besoin de vous reposer. Donc peut-être que vous pouvez avoir besoin qu'il y ait quelqu'un de votre famille qui vienne pour s'occuper un petit peu du bébé pendant que vous essayez de récupérer, de dormir. Voilà, c'est des choses à penser avant et puis à dire avec l'entourage. Est-ce que tu as allaité? As-tu des conseils pour savoir comment tirer son lait? Oui, j'ai allaité exclusivement ma fille pendant pratiquement 4 mois et ensuite j'ai fait du tir-allaitement à partir de 4 mois jusqu'à ses 9 mois. Donc là, j'ai terminé mon tir-allaitement par choix et ça s'est très très bien passé. Donc mes conseils pour tirer son lait, en fait, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire du tirage exclusif ou alors si vous avez envie aussi de donner le sein. Pour ma part, c'était un petit peu particulier puisque vers 3 mois et demi, ma fille a refusé le sein. Donc du jour au lendemain, elle s'est dit « je suis grande, donne-moi mon biberon, je suis prête ». Et c'est vrai que c'est resté puisque c'était un petit bébé très très indépendant. Et donc j'ai commencé à tirer mon lait petit à petit.
Après, si vous voulez tirer votre lait en complément des tétés, je vous conseille de le faire entre les tétés, par exemple, de voir si vous avez envie d'augmenter votre stock ou pas. C'est quelque chose qui sera vraiment dépendamment de votre propre production, en fait. Question de Elsa. Faut-il culpabiliser de ne pas allaiter ? Il ne faut jamais culpabiliser de quoi que ce soit quand on est maman. On a bien assez de soucis comme ça. C'est vrai que quand on n'allaite pas, on est jugé par les gens. Quand on allaite, on est jugé par des gens. Quand on fait du portage en écharpe, on est jugé. Quand on fait juste la poussette, on est jugé. Donc quel que soit en fait ce qu'on fait quand on est maman, on est toujours jugé. Et encore plus par les mamans. Et vous verrez que quand vous serez maman, tout à coup, vous serez entouré d'un attroupement de mamans expertes qui vont vous dire quoi faire et comment faire. Donc écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous jugez bon de faire et n'oubliez jamais que la meilleure des mamans pour votre enfant, c'est vous. Donc n'ayez pas peur de vos choix, assumez-les et il n'y a pas de meilleure façon de faire pour quoi que ce soit. Question de Judith. On m'a dit d'éviter de faire du sport avant les cours de rééducation du périnée, qu'en penses-tu ? Je suis totalement d'accord. Si tu as des cours de rééducation du périnée à faire, fais-les. Tu peux faire un petit peu d'assouplissement, t'étirer, il y a certains mouvements de yoga qui peuvent être faits sans rééducation du périnée. Mais la rééducation du périnée est extrêmement importante puisque le plancher pelvien, c'est ce qui soutient tous les organes du corps. Donc le risque, clairement, c'est quoi ? C'est de retrouver ton utérus dans ta culotte. Je pense que c'est quelque chose qui fait rêver personne, c'est même carrément flippant. Et selon les personnes, selon l'accouchement qu'on a pu avoir, selon les complications de l'accouchement, parfois la rééducation du périnée peut prendre plusieurs mois. Donc il faut prendre son temps, surtout écouter ce que le gynécologue vous dit, écouter ce que les sages-femmes vous disent aussi. Et par contre, on peut commencer la rééducation du périnée avant les cours de rééducation du périnée. Je m'explique. Si par exemple, vous allez chez le gynéco au bout de... Je crois que la première visite, elle est au bout de 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas moi je l'ai vu au bout de 2 mois. Et à ce moment-là, il m'a dit que... Pour ma part, mon périnée était assez bien remis. Il ne m'a pas donné de cours de rééducation du périnée à faire, mais m'a donné des recommandations pour le faire chez moi toute seule. Mais si par exemple, il m'avait donné des cours à faire, vous imaginez, on attend 2 mois. Ensuite, on attend 1 mois avant d'avoir un rendez-vous avec le kiné ou la sage-femme. On n'attend pas 3 mois avant de commencer la rééducation du périnée. Gagnez du temps. Vous pouvez chez vous, même dès la maternité, commencer à faire votre rééducation du périnée. Vous vous installez, que ce soit assise, couchée. Le mieux, c'est d'être allongé sur le dos, les genoux repliés. Vous prenez un petit chronomètre, votre montre par exemple, et vous contractez le périnée pendant 5 secondes, vous relâchez pendant 10 secondes. Et vous faites ça, vous répétez ça aussi souvent que possible et ça va vous permettre de renforcer le périnée parce que la rééducation du périnée, ça passe par là, le contracter, apprendre à ressentir ses sensations et au fur et à mesure, ça va se retonifier. Mais vraiment, avant de reprendre le sport, surtout de manière intensive, faites la rééducation du périnée tranquille. Quels sont les vrais indispensables à privilégier pour bébé ? Je crois que c'est la question qu'on se pose toutes. Dès qu'on est enceinte, on regarde sur internet, on va chercher partout des vidéos sur les indispensables bébés. D'ailleurs, j'en ai fait une sur la chaîne Doctissimo Maman, donc n'hésitez pas à aller la voir puisque je parle un petit peu de mes indispensables à moi. Après, si je dois encore plus réduire cette liste pour dire vraiment les trucs, si vous n'en avez pas, vous êtes dans la cacate, je dirais qu'il faut se poser les questions logiques et indispensables. Comment bébé va dormir? Donc, où est-ce que vous voulez le mettre à dormir? Là, vous allez réfléchir à si vous le mettez dans un lit, dans un berceau, si vous mettez un matelas par terre à la Montessori, si vous le mettez en cododo avec vous. Réfléchir donc où est-ce qu'il dort. Réfléchir comment transporter bébé. Parce que forcément, vous allez être amené à devoir emmener votre bébé d'un endroit à un autre. Je l'espère pour vous et pour lui, il faut qu'il se promène le petit. Donc pour ça, vous réfléchissez, est-ce que vous préférez une poussette? Est-ce que vous préférez une écharpe de portage? Comment bébé va manger? Ça, c'est très important. Un bébé, ça dort, ça mange, ça fait pipi. Donc, où est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va manger? S'il est au biberon, donc tout l'attirail des biberons, du lait en poudre et compagnie. S'il est au sein, bon, c'est bien plus pratique, vous avez juste besoin de vos seins. Voilà. Et aussi de savoir comment est-ce que vous allez changer et laver le bébé. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une baignoire? Est-ce que vous allez laver dans le lavabo? Et ensuite, est-ce que vous allez lui mettre des couches lavables, des couches jetables? Rien. Il y a des gens qui ne mettent pas de couches aussi, si, je vous assure. Donc voilà, réfléchir à ces petits indispensables-là. Après, le reste, c'est que du plus. Même la table allongée, on n'est finalement pas obligé d'en avoir. Vous pouvez changer le bébé sur le matelas, sur le lit.
par terre, sur un lange, enfin voilà. Donc ça, ce sont un petit peu les indispensables. Et puis après, pour tout ce qui est vêtements, avoir un minimum. De toute façon, un bébé, ça grandit tellement vite, on passe très vite à la taille au-dessus. On se fait toujours offrir plein de petits vêtements pour les bébés. Donc ça, c'est le truc à avoir en toute petite quantité au fur et à mesure. Faut-il laisser pleurer un bébé? Alors ça, c'est un sujet qui porte énormément à controverse. Donc je vais vous donner ma position sur le sujet. Donc moi, je ne dirais pas faut-il laisser pleurer, mais est-ce que moi, j'ai laissé pleurer mon bébé? Donc moi, je n'ai jamais laissé pleurer ma fille. C'est un choix avec mon mari qu'on a fait. On ne la laisse pas pleurer. On a été un petit peu critiqués par certains membres de notre entourage qui nous ont dit il faut laisser pleurer les bébés, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils comprennent et tout ça. Nous, on a décidé de ne pas laisser pleurer notre fille puisque on a voulu en fait petit à petit lui faire comprendre qu'on est là. On est là, quand elle pleure, on est là, donc du coup, pas besoin de pleurer. Au fur et à mesure, elle a appris que à chaque fois qu'elle pleure, on est là, donc finalement, pourquoi pleurer? Elle sait qu'on est là. Donc maintenant, en fait, elle ne pleure plus, elle ne pleure quasiment pas, en fait. Mais à chaque fois qu'elle a pleuré par le passé, en tout cas au début, eh ben, on venait et puis on répondait à son besoin. Et voilà, on a estimé que si un bébé pleure, si elle pleurait, c'est parce qu'elle avait besoin d'être rassurée, qu'elle avait besoin de manger, qu'elle avait besoin d'être changée. Elle avait un besoin, donc on répondait à ce besoin et on ne la laissait pas pleurer. Comment choisir le mode de garde? On s'est posé la question très tard, nous. Très sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup de parents, dès que la grossesse a commencé, qui se disent « Bon, alors il faut tout de suite que je m'inscrive à la crèche, que j'aille chercher une assistante maternelle et tout ça. » Nous, on est dans un contexte un petit peu différent puisqu'on travaille tous les deux à la maison. Et c'est vrai qu'au départ, on s'était dit on n'a pas besoin de moyens de garde, en fait, on la gardera nous-mêmes. C'était un petit peu utopique, hein, puisque quand on vient d'avoir un bébé, on se rend très vite compte qu'on a besoin un petit peu de se retrouver. Un bébé, ça prend énormément de place dans la vie et que comme on travaille à la maison, avec un bébé, on ne peut pas toujours travailler. Hein. Un bébé, ça demande de l'attention, ça demande qu'on s'occupe de lui, qu'on divertisse, etc. Donc, du coup, on s'est à un moment donné posé la question du moyen de garde. On a opté pour une assistante maternelle, puisqu'on a besoin de laisser notre fille que de manière épisodique en fait. On la laisse à peu près 2 jours par semaine, 2 jours entiers par semaine. Donc du coup, on a essayé de trouver une nounou qui pourrait garder notre fille à des horaires un peu particuliers aussi, puisqu'on fait des spectacles l'été, donc on a besoin des fois de laisser notre fille très tard. Par exemple, ça va être du 17h, 1h du matin. On ne peut pas faire ça à la crèche, on ne peut pas faire ça avec toutes les assistantes maternelles. On a besoin des fois qu'elle soit gardée le dimanche par exemple, parce qu'on n'a pas de famille près de chez nous. On a eu cette chance de trouver une nounou adorable et qui peut garder notre fille sur des horaires comme ça. Mais sinon, après, il n'y a pas vraiment de moyen de garde idéal. Hein. C'est vraiment en fonction du temps qu'on a chacun, du temps qu'on veut laisser notre enfant à garder. Ça peut être la crèche, ça peut être les grands-parents, ça peut être des amis, ça peut être un petit peu tout le monde au final. Hein. C'est en fonction de ce qu'on recherche soi-même. Question de Judith. Où trouves-tu le temps de faire du sport? Ma fille est tellement collée à moi que si je m'éloigne un petit peu, elle pleure. Donc Judith, je ne sais pas quel âge a ta fille. Peut-être qu'elle est encore trop jeune pour accepter d'être décollée de sa maman. Nous, au début, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je t'avoue que j'ai recommencé le sport au bout de bien 3-4 mois. Jusque-là, c'était un petit peu compliqué parce que c'était plutôt pendant les siestes de ma fille que j'allais essayer de prendre un petit peu le temps de faire du sport ou sinon je la laisse à garder au papa. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Des fois, ce que je faisais, c'est que je la laissais dans l'écharpe de portage puisque nous, on est adepte, enfin surtout moi, je suis adepte de l'écharpe de portage. Donc du coup, je la mettais en écharpe et puis je faisais un petit peu des squats ou des choses comme ça. Mais j'ai mis du temps avant de pouvoir vraiment faire du sport avec ma fille à côté puisque c'est vrai qu'elle est très demandeuse. Et puis maintenant, ça commence à se compliquer parce qu'elle gambade à 4 pattes dans la maison. Donc quand je fais mon sport, elle a envie de s'inviter et à la partie, elle essaie de me grimper dessus et tout ça. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On essaie de faire du sport quand elle dort et à ce moment-là, c'est faisable. Les couches lavables, c'est pas compliqué au niveau de l'organisation. Les couches lavables, je pense qu'il faut se préparer à l'organisation des couches lavables avant que bébé soit né. Il faut déjà avoir un petit peu en tête l'organisation qu'on va avoir. Après, c'est sûr que ça va s'adapter au fur et à mesure. Mais honnêtement, aujourd'hui, je peux le dire, puisque ça fait 9 mois qu'on utilise des couches lavables et c'est pas du tout compliqué. On s'éclate. Honnêtement, je pense que je pourrais jamais utiliser des couches jetables. Les lavables, c'est super pratique. C'est super mignon. Nous, on a un bon roulement. On fait une machine tous les 3 jours.
C'est super simple en fait. À partir du moment où on a trouvé le roulement et la routine qui nous convient, ça va tout seul. Question de Jennifer. As-tu dormi avec ta fille au début, c'est-à-dire dans la même chambre que nous? Oui, Elena a dormi avec nous jusqu'à quasiment ses 4 mois. Et pendant les siestes, elle était toujours près de nous aussi. Donc au départ, en fait, ce qu'on voulait faire dans notre vie rêvée et idéale, c'était de mettre Elena dans le couffin dans notre chambre et qu'au fil du temps, on la mette dans son berceau et que ça se fasse de manière tout à fait naturelle, tout à fait facile. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Nous, le couffin dans la chambre, elle l'a accepté au début et très vite, elle a compris qu'elle était mieux collée à sa maman, surtout que comme je l'allaitais, elle aimait bien rester collée à mon sein la nuit, c'était plus confortable, plus douillet, etc. Donc elle réclamait énormément ma présence. Et puis moi-même, étant fatiguée, comme je l'allaitais, à un moment donné, je me suis dit, j'ai la flemme, j'ai le poids de me lever, de la prendre dans son landau, de la mettre au sein, de la remettre dans son landau, qu'elle ne voulait pas se rendormir, que je passais des fois 30 minutes à la bercer et qu'elle ne voulait pas s'endormir. Donc très rapidement, elle a fini dans le lit avec nous. Donc on a fait du cododo pendant 4 mois du coup. Et à partir de 4 mois, on a commencé à la transvaser doucement pendant les siestes dans son lit, dans sa chambre. Et comme elle l'a accepté progressivement, à partir de 4 mois, elle dormait dans sa chambre comme une grande la nuit et le jour. Et ça s'est super bien passé. On a fait tout étape par étape, tranquille, et ça s'est bien passé. Question de Nalini. As-tu commencé la diversification alimentaire et comment fais-tu? Alors oui, on a commencé la diversification alimentaire. Elena devait avoir, je crois que c'est ça, elle avait 4 mois révolus. On a commencé du coup dans son 5e mois à lui proposer des goûts différents, des textures différentes. Donc ça s'est très mal passé au début, parce que dès qu'on lui mettait la cuillère, elle la repoussait. Quand on lui mettait quelque chose dans la bouche, elle recrachait, elle faisait mine de s'étouffer parce qu'elle n'avait pas le réflexe de déglutition, elle avait juste le réflexe de succion. Donc du coup, c'était impossible. On a laissé tomber, on a essayé quelques semaines plus tard. Et en fait, à partir de 5 mois, on a commencé à vraiment lui donner à manger à la cuillère, donc le midi et le goûter. D'abord quelques cuillères et puis au fur et à mesure de plus en plus de cuillères et de moins en moins de biberons puisque je lui donnais mon lait maternel en biberon. Et puis aujourd'hui elle a 9 mois, elle ne prend plus de biberon ni le midi ni au goûter, elle mange comme une grande et elle a commencé même à manger des petits biscuits, des petits boudoirs pour bébé, des petits bouts de bananes, des petits bouts de fruits qui sont tendres, elle commence à les manger. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle pour la diversification alimentaire. C'est vraiment, il faut s'écouter et écouter son bébé parce qu'il y a des bébés qui sont prêts beaucoup plus tôt que d'autres. Déjà, il faut voir qu'il y a des bébés qui ont 4 mois et qui ont 4 dents. Nous, Elena, elle a eu sa première dent. Elle avait 8 mois. Non, oui, c'est ça. Elle a eu sa première dent dans son 9e mois. Donc, vous imaginez qu'à 5 mois, elle n'était pas prête à manger solide, alors qu'il y a des bébés qui, à son âge, mangent déjà des assiettes quasiment normales. Donc, voilà, chaque bébé a son rythme, il faut l'écouter et il ne faut pas avoir trop peur non plus. Question de Jennifer. Est-ce que tu pourrais parler de ton point de vue sur le bio, l'écologie, etc. Est-ce que vous achetez tout bio? Donc ça, c'est une question un petit peu d'ordre général. Je pense que ce n'est pas seulement pour ce qui est de bébés. Le bio, c'est pareil, c'est un sujet qui porte beaucoup à controverse. Nous, on n'a pas le budget pour acheter tout bio. Donc en fait, on achète bio pour Elena. Donc elle mange comme une reine à la maison. C'est que du bio pour elle. Elle a des petits légumes, des petits fruits bio, qu'on lui fait des petites purées faites par mes soins. Et on achète aussi des petits pots bio pour elle. Tous ses produits de soins aussi sont bio, aussi naturels que possible. Pareil, on ne lui met pas de parfum ou des choses comme ça. Elle n'a que des produits écolos et tout ça. On fait très très attention à sa petite peau de bébé. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas pour l'instant on fait très attention à elle. Nous, un petit peu moins, c'est-à-dire que tant que c'est possible, tant que ça rentre dans notre budget, on essaye de privilégier le bio, mais tout n'est pas bio à la maison. On ne pourrait pas se le permettre. Comment vous organisez-vous au niveau des tâches à la maison? Je pense qu'on va garder cette question pour le prochain live à 12h30, puisque avec Julien, on va vous répondre à toutes les questions qui tournent autour du couple. Mais d'ailleurs, concernant cette question, vous pouvez aller aussi sur la chaîne Doctissimo Maman, puisqu'on a fait une vidéo avec mon mari où on parle un petit peu de la gestion des tâches au quotidien. Toujours une question de Jennifer, toujours sur l'alimentation. Ton choix d'opter pour une alimentation un maximum végétale est-il en rapport à la condition animale ou pas du tout, ou juste un choix pour ta santé?
Ma façon de voir l'alimentation a beaucoup changé avec le temps. Donc, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre au départ pour ça, en fait, puisque quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, je parlais beaucoup d'alimentation végétale et tout ça. Et en fait, au départ, c'était pour des raisons de santé. C'est devenu pour des raisons éthiques. Et à l'heure actuelle, je suis simplement végétarienne, enfin simplement entre guillemets, hein, c'est-à-dire je suis végétarienne, donc je mange très peu d'œufs, très peu de produits laitiers, mais ils sont quand même présents dans mon alimentation. Et il m'arrive aussi de manger du poisson. C'est un choix personnel. En fait, je ne peux même pas dire si c'est vraiment que pour des raisons éthiques. Il y a aussi des raisons de santé qui sont toujours derrière le fait que je ne mange pas de viande. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je ne mange pas de viande, on ne mange pas de viande à la maison, c'est pour des raisons éthiques. Et d'ailleurs, ma fille ne mange pas de viande. On ne lui a jamais donné de viande. Elle a déjà mangé du poisson et on ne lui donnera jamais de viande à la maison. Elle en mangera peut-être à l'école. Elle fera ses choix elle-même quand elle sera plus grande. Question de Vénus. As-tu eu la péridurale? Comment l'appréhender quand on est phobique des aiguilles? Je suis moi-même assez phobique des aiguilles. Tout ce qui est prise de sang et tout ça, ça me dégoûtait totalement. Pendant ma grossesse, j'ai pris énormément sur moi. Mais c'est vrai que j'ai horreur de ça. La péridurale, ça me terrifiait quand on m'en a parlé au premier cours de préparation à l'accouchement que j'ai réussi à faire. Quand on te dit que l'aiguille, elle est grande comme ça, elle est épaisse comme ça, quand on la met dans tout le dos, enfin bref, moi je voyais un truc tellement terrifiant que je me disais mais de toute façon je m'en fiche puisque je ne veux pas la péridurale. Donc au départ, vraiment mon idéal, et dans l'accouchement de rêve que je voyais, je ne voulais pas de péridurale, c'était hors de question. Donc en fait, je ne me posais même pas la question de la péridurale. Pour moi, je ne l'aurais pas, donc voilà, du coup ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Et au final, comme j'ai eu un déclenchement, ils ont été obligés au bout de, je crois que j'ai fait, je sais pas, quasiment 16 heures de faux travail. Donc j'avais des contractions toutes les 2 minutes, douloureuses, mais mon col ne dilatait pas. Donc du coup, ils ont été obligés de me poser la péridurale pour pouvoir me faire accoucher naturellement, sinon ça aurait été la césarienne à coup sûr. Donc finalement, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur de la péridurale. J'étais contente qu'ils me la posent, puisque je me suis dit, ça y est, maintenant, je vais voir ma fille, je vais bientôt accoucher. Donc ils m'ont posé la péridurale. Ça m'a un petit peu angoissée au début, j'ai beaucoup tremblé, j'ai pas eu des réactions super top puisque beaucoup de tremblements et tout ça, mais voilà, je pense que je vais pas trop m'étaler sur la péridurale puisque moi je suis pas un cas qui fait très rêver, puisque elle n'a pas été très bien dosée, on m'a pas donné le petit bouton pour me remettre une dose, donc du coup en fait au bout de 2 heures j'avais plus de péridurale. Mais il faut surtout ne pas hésiter à demander si vous recommencez à sentir des douleurs et que vous avez envie qu'on vous remette une petite dose. Voilà, appelez la sage-femme, l'anesthésiste et tout ça pour qu'ils vous remettent une petite dose pour pallier aux douleurs. Puisque moi, après mon rêve c'était d'accoucher sans péridurale, donc finalement c'est ce que j'ai fait. Mais bon, si c'est pas votre rêve et que vous avez envie que la péridurale fasse effet, vous rappelez l'anesthésiste. Faites pas comme moi, n'ayez pas peur. Question d'Océane. Quels sont les premiers symptômes que tu as ressentis? Tu savais que tu étais enceinte avant de faire le test. Alors, c'est très particulier. Donc, en fait, quand je suis tombée enceinte, c'était le 12 décembre 2015, c'est ça. Et je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. J'ai appris que j'étais enceinte, on était quasiment en février. Donc, j'étais enceinte de 10 semaines et je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. Je commence à me poser... En fait, j'ai toujours eu des règles irrégulières. Je souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, j'étais un petit peu vouée à avoir des problèmes, à concevoir, etc. Et comme c'était un accident, j'étais très loin d'imaginer que j'étais enceinte. Ça m'arrive très fréquemment d'avoir mes règles 1 mois sur 2, par exemple. Donc, mon retard de règles, je ne m'en suis pas souciée, surtout que j'ai déjà par le passé fait des grossesses nerveuses, donc avec tous les symptômes de grossesse, mais des tests négatifs. Donc cette fois-là, j'étais en train de me dire, bon ça y est, je fais une grossesse nerveuse, je commence à avoir les seins enflés, douloureux, je commence à avoir un petit peu des nausées, et avec mon mari, on se disait, non, mais c'est une grossesse nerveuse, arrête de te faire des films. Et donc j'ai à chaque fois repoussé le délai avant de faire mon test de grossesse, parce que je savais qu'il serait négatif. Et finalement, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va le faire quand même, parce que là, il faut que j'arrête de me trimballer tous ces symptômes désagréables, c'est-à-dire nausées et seins douloureux. Et finalement, il était positif, donc ça a été une très très belle surprise. Question de Jennifer. Quels ont été tes choix en ce qui concerne la vaccination et pourquoi?
La vaccination, ça c'est vraiment, je crois, le sujet le plus controversé du moment. Alors je ne sais pas si c'est par un effet de mode que ça pose autant de problèmes, ou alors est-ce que c'est parce qu'ils nous sortent tous les ans des nouveaux vaccins et puis qu'on découvre qu'il y a des vaccins qui causent des maladies comme l'hépatite B qui pourraient causer des cas de sclérose en plaques et compagnie. Donc je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que quand est venu le moment de faire vacciner Elena, et bien là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Il y a tellement de gens qui nous disent « Est-ce que vous allez la faire vacciner? Pourquoi? Mais vous ne devriez pas. » Même de la famille, hein. Non, non, ne faites pas vacciner votre fille, c'est pas bien, c'est dangereux, etc. Donc c'est vrai que ça porte beaucoup à débat. Et en fait, il faut savoir qu'en France, il y a des vaccins qui sont obligatoires. C'est comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Si tu as envie que ton enfant il aille chez l'assistante maternelle, à la crèche, à l'école, il faut qu'il soit vacciné contre certaines choses. Donc du coup, nous, on s'est dit, on va faire les vaccins obligatoires. Et puis tous les autres, on va les mettre en parenthèse, on verra plus tard. Si ça se trouve, d'ici quelques années, on va découvrir de nouvelles choses encore, donc peut-être que notre avis va changer, mais pour l'instant, en fait, on n'a fait que les vaccins obligatoires et on va rester sur cette ligne le plus longtemps possible. Combien de séances de sport fais-tu par semaine et comment as-tu perdu du poids après la grossesse? En ce moment, je fais du sport avec une application sportive et je fais du sport tous les 2 jours. Donc ça fait du 3 à 4 fois par semaine. Ça représente combien de temps? Je sais pas, je dirais des séances de 30 à 40 minutes. Mais sinon, globalement, je peux faire une séance de 15 minutes, ça me suffit. Là, en ce moment, je fais un peu plus hardcore, mais 15 à 20 minutes de sport tous les 2 jours, c'est très très bien. Pour retrouver ma ligne après grossesse, j'ai finalement pas fait grand-chose. Là, vous allez peut-être être déçus, je ne vais pas vous sortir une recette miracle, hein, mais j'ai simplement retrouvé une hygiène de vie normale. J'ai retrouvé mes habitudes, j'ai retrouvé ma mobilité d'avant grossesse. C'est-à-dire que pendant que j'étais enceinte, avec mon gros bide comme ça, et qu'en plus j'étais alitée, donc vu que j'étais en menace d'accouchement prématuré, j'étais à peu près 80% du temps dans mon canapé. Mes seuls trajets sportifs, c'était du canapé aux toilettes, des toilettes à mon lit. Donc je faisais pas grand-chose, je transpirais pas beaucoup, hein, mis à part à cause de la chaleur, parce que j'ai été très enceinte en période d'été, de canicule et compagnie. Mais sinon, franchement, je faisais aucune activité physique. C'est pour ça que dès que j'ai accouché, pour moi, c'était le simple fait de marcher, c'était du sport. Hein. Donc voilà, ça a été ce qui m'a permis petit à petit de reprendre ma ligne d'avant-grossesse. Mais s'il y a un conseil que je peux vous donner pour retrouver plus rapidement votre ligne après l'accouchement, c'est de faire attention pendant votre grossesse, puisque tout le poids que vous allez prendre pendant la grossesse, il va falloir le reperdre après, vous allez vouloir en tout cas le reperdre après l'accouchement. Donc le mieux c'est d'essayer de minimiser les dégâts et de ne pas prendre trop de poids pendant la grossesse. Donc on se fait plaisir, mais pas trop. Question de Lina. Je voulais savoir quelle crème utiliser lors de la grossesse pour ne pas avoir de vergetures. Donc je ne sais pas s'il y a plusieurs marques, mais très certainement, qui font des produits cosmétiques bio pour les femmes enceintes. Moi, j'ai utilisé la marque Omum pendant toute ma grossesse. Ça me convenait très bien. Après, il y a plein d'autres marques, je ne sais pas, qui font des produits bio pour femmes enceintes. Si vous avez juste envie, si vous avez un petit budget par exemple, que vous ne pouvez pas vous payer des crèmes qui coûtent un certain prix et tout ça, vous pouvez vous acheter tout simplement des huiles végétales, donc par exemple de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce ou des choses comme ça, parce que hydrater au maximum la peau, la nourrir de l'extérieur, de l'intérieur, donc boire beaucoup d'eau. Ça, ce sont des conseils un petit peu qui paraissent de base et idiots, mais c'est très très vrai. Si vous hydratez bien la peau à l'intérieur et à l'extérieur, vous allez diminuer le risque d'avoir des vergetures, et si vous en avez, vous en aurez peut-être moins que si vous n'aviez pas hydraté votre peau. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai hydraté au maximum à l'intérieur, à l'extérieur, j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai mangé beaucoup d'amandes, des cacahuètes, des choses comme ça, et ça m'a permis d'avoir 0 vergeture, alors que pourtant j'ai une peau qui est sujette à ça, puisqu'avec l'adolescence, j'en ai eu. Donc ne perdez pas espoir et faites un maximum et vous en aurez un minimum. Dernière question, alors le live est bientôt terminé. J'espère que cette question vous plaira. C'est une question de Mélanie. Alors Julien disait, donc Julien c'est mon mari pour ceux qui ne le connaissent pas, disait que vous n'avez pas de pédiatre pour suivre Elena. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est vrai que en fait au départ on s'était dit
qui va suivre notre bébé? Est-ce qu'on va prendre un pédiatre? Est-ce que ce sera un médecin généraliste? Est-ce que ce sera un ostéopathe, un homéopathe? Enfin voilà, on s'est posé la question à un moment donné. Et c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas de... là où on habite, en fait, on n'a pas de pédiatre. Donc très vite, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3000 km, en 3000 j'exagère. Hein. Mais bon, on va plus loin pour avoir un pédiatre ou on reste à proximité et on prend notre médecin généraliste qui s'occupe aussi des bébés. Donc on s'est dit, bon, on va aller voir le médecin généraliste, on va voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a besoin de plus au final. Et il nous a fourni suffisamment de conseils. On a cherché plein de trucs sur Internet, on s'est renseigné. On écoute beaucoup notre instinct de parents, ça on vous en parlera dans le prochain live à 12h30. Mais c'est vrai qu'on se fait confiance et on fait confiance aussi à notre médecin, mais voilà, on prend les choses avec distance. Donc non, effectivement, on n'a pas de pédiatre, c'est un choix. Peut-être qu'on ira voir un pédiatre un jour, hein. Je ne suis pas contre l'idée, donc on vous en parlera de toute façon plus tard. J'espère que ce live vous a plu, que j'ai répondu à l'essentiel de vos questions et en tout cas, restez connectés sur la chaîne Doctissimo Maman. Si vous avez des idées, des envies de sujets de vidéos à aborder, n'hésitez surtout pas à nous les soumettre. Je serais ravie de vous parler un petit peu de mes conseils, de mes expériences sur le sujet de la maternité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!